Bonjour et bienvenue dans Dimanche en politique. Notre invité est Benoît Hamon, ancien ministre, fondateur du mouvement Génération. L'union est un combat, une expression bien connue, souvent utilisée à gauche, mais dont l'auteur est moins connu. Il s'agit d'Étienne Fajon, qui était membre du Parti communiste, ancien directeur d'Humanité. C'était le titre d'un livre sorti en 1975, plus que jamais d'actualité. Le PS vient de voir partir son aile gauche, le Parti communiste est divisé à un mois de son congrès. Et au milieu de ce grand chambardement, Benoît Hamon, qui a été candidat à la dernière présidentielle, pourrait avoir une carte à jouer. Les élections européennes en seront peut-être l'occasion. Bonjour Benoît Hamon, merci d'être invité. Bonjour. Chez nous ce midi. Et on va parler d'abord du pape. Parce que le pape a eu des propos sur l'IVG. Il a comparé le recours à l'avortement au fait de donner la mort pour résoudre un problème. Et il pose cette question, est-il juste d'avoir recours à un tueur à gages pour résoudre un problème ? Déjà en juin, il avait comparé l'IVG à l'eugénisme pratiqué par les nazis. Il n'y a pas eu de réaction officielle de la part de la France. Il aurait dû y en avoir ? Sans doute parce qu'on est là quand même sur une déclaration qui tord un peu le cou à cette idée selon laquelle ce pape-là était plus progressiste que les autres. En tout cas, il semble que depuis quelques mois, il reprenne un discours plus inspiré par l'Opus Dei et les courants conservateurs de l'Église que par l'aile progressiste de l'Église catholique. La France aurait dû réagir. En tout cas, ce qui est clair, c'est que quand des autorités spirituelles comme le pape François, aujourd'hui, comparent le fait qu'une femme puisse disposer librement de son corps et puisse avorter, ce qui est un droit fondamental et que je souhaite d'ailleurs que ce droit soit inscrit dans l'Union européenne et dans ses traités comme une condition d'adhésion à l'Union européenne. Quand on compare ça à l'acte d'un tueur à gages, j'y vois là, oui, quelque chose qui relève d'un retour en arrière. Oui, mais est-ce que l'État... Est-ce que le président de la République, par exemple, aurait dû réagir, ou au moins la secrétaire d'État? Il me semble que, en tout cas, le président de la République, sur ces questions-là, soit très prudent, très peureux, très timide. Il avait lui-même dit qu'il fallait réparer le lien entre l'Église de France et l'État, comme s'il avait été abîmé. Mais par quoi aurait-il été abîmé? Par le mariage pour tous? Par les manifestations, par justement. Parce que l'Église catholique appelle à la mobilisation contre la PMA, comme elle l'a fait lors du mariage pour tous. Est-ce que vous pensez que les manifs contre la loi Taubira de l'époque peuvent revenir? Moi, je pense qu'on a le droit de manifester, qu'on a le droit d'être contre la PMA, contre l'avortement. On a le droit, c'est la démocratie. Après, de quoi parle-t-on? Nous avons là aujourd'hui multitude de décisions, d'études qui ont été faites qui montrent qu'on peut parfaitement et qu'on doit mettre en œuvre la PMA, la possibilité pour un couple de femmes lesbiennes de pouvoir avoir un enfant grâce à la PMA. Tous les documents existent. Qu'est-ce qui se passe? Le président de la République, qui s'y était pourtant engagé, là encore recule devant l'obstacle et dit on renvoie ça à une nouvelle commission. Ça veut dire quoi? Que vous doutez que la PMA voit le jour sous le quinquennat d'Emmanuel Macron? Emmanuel Macron est d'une grande timidité sur ces questions-là. C'est-à-dire, d'après vous, est-ce que la PMA... Oui, il est peureux et il est confronté aujourd'hui à une sorte de pression de son, on va dire, de son bras droit ou de son côté droit et qu'il est, aujourd'hui, il cède devant les lobbies conservateurs. Et la PMA ne verra jamais le jour sous ce quinquennat? J'espère que si. Mais vous avez des doutes? Mais oui, comme beaucoup, j'ai des doutes aujourd'hui sur, en tout cas, la fermeté du président de la République sur ces principes-là. Benoît Hamon, il n'y a toujours pas de gouvernement nouveau arrivé. Cette fois, ça devrait être en début de semaine. La réforme des retraites commence à interroger les Français. Puis il y a la taxe d'habitation qui fait polémique là où on ne l'attend pas. Les ministres sortent du Conseil. Ça va ? Sans savoir s'ils seront encore là la semaine prochaine. Un remaniement qui s'éternise, à qui la faute? Il y a un problème de casting et de recrutement. L'exécutif n'arrive plus à débaucher, notamment à gauche. Jour après jour, on apprend que tel ou tel a été contacté et qu'il a dit non. Moi, je serais lui, je m'arrêterai de chercher dans tous les sens et j'assumerai ce que je suis. Autre explication, existe-t-il des désaccords entre le président et le Premier ministre? Personne, jamais, ne mettra le début du commencement de la moitié d'une feuille de papier à cigarette entre le président de la République et le Premier ministre. S'il ne trouvait pas de ministre de l'Intérieur au bout d'une semaine, c'est qu'il y a un vrai problème de ressources humaines dans la majorité. Emmanuel Macron revendique de prendre son temps et joue même la décontraction en se promenant à pied dans les rues de Paris. Le remaniement en cours, simplement d'un mot, est-ce qu'il aura lieu ce week-end ou d'ici lundi? Les choses avancent. Les mesures retenues pour réformer les retraites ont été dévoilées ce matin. Désormais, le salarié accumulera tout au long de sa carrière des points qui seront ensuite transformés en pension. Autre changement, le calcul de la retraite se fait aujourd'hui sur les 6 derniers mois pour les fonctionnaires et sur les 25 meilleures années dans le privé. Après la réforme, le calcul sera effectué sur l'ensemble de la carrière. Ils ont découvert leur taxe d'habitation. On pensait avoir une baisse plus importante, effectivement.
Et s'ils augmentent de l'autre côté... 6200 communes ont fait ce choix, soit 1 sur 6. Mais le gouvernement n'apprécie pas qu'elle gâche l'une de ses mesures phares. Quand je prends des décisions qui sont impopulaires, je les assume. Eh bien, les maires qui ont pris la décision probablement impopulaire d'augmenter les impôts l'assument également. Benoît Hamon, il y avait un véritable bras de fer qui se joue là entre le gouvernement et les élus, notamment de 6000 communes qui ont été listées. Un bel imposteur quand même, le Premier ministre. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que quand vous prenez un bras aux collectivités locales, vous leur supprimez les dotations. En clair, elles avaient des subventions, vous les baissez très fortement. Elles se retrouvent en situation de ne plus pouvoir honorer leurs services publics, de la petite enfance, plus pouvoir rénover une école, plus pouvoir correctement aujourd'hui assurer, par exemple, la collecte des ordures ménagères. Bref, elles ont aujourd'hui des vraies difficultés financières. Vous croyez une seule seconde que le Premier ministre ne savait pas que beaucoup de ces communes allaient augmenter la taxe d'habitation ? Ou alors, il est complètement ignorant de tout. Non, il a été maire du Havre, il ne peut pas ne pas savoir. Donc, il le savait. Ouais. Donc, aujourd'hui, il feint la surprise en disant « Comment ça, la taxe d'habitation augmente dans beaucoup de communes ?» Mais oui, il le savait. Il le savait parce qu'il avait même été averti par les propres élus de sa majorité qui lui disaient « Si vous faites cela, si vous baissez les subventions aux collectivités alors qu'aujourd'hui nos services publics sont indispensables, eh bien, on va se retrouver en situation d'augmenter la taxe d'habitation. » Donc, bel exercice des maires et du Premier ministre qui se renvoient la responsabilité. La réalité, c'est qu'aujourd'hui... Plus que la responsabilité, il y a eu ce hashtag sur les réseaux sociaux, « Balance ton maire », qui a été envoyé par des militants de La République En Marche. Est-ce que ça vous choque ? Je trouve ça d'une incroyable hypocrisie. D'abord, ces jeux de communication ne m'intéressent pas beaucoup, mais je trouve que c'est d'une incroyable hypocrisie. Quand on est président de la République et Premier ministre, qu'on dit aux collectivités, et qu'on l'assume, jusqu'ici il le faisait, on va vous supprimer des moyens. Bon, clairement, les maires, quand ils ont des services publics qu'ils jugent indispensables, dans beaucoup d'endroits, parce qu'ils savent que ça ne tient pas sinon, ils augmentent la taxe d'habitation. Donc vous donnez raison aux maires de toute façon. Ce que je veux dire, c'est que cette augmentation de la taxe d'habitation, qui ne cogne pas d'abord à la porte du maire, qui cogne à la porte du Premier ministre, parce que le vrai responsable, c'est lui. Le système des retraites, il est jugé pas assez clair par les Français, pas assez transparent, inégalitaire, injuste même, c'est une étude qui le dit récemment. Vous changeriez quoi, vous ? Écoutez, je changerais beaucoup de choses. Mais pour commencer, il faut parler des retraités. Parce que les retraités, ils ont appris depuis 1 an qu'ils avaient une augmentation de la CSG. Ils savent désormais que leurs pensions augmenteront moins que les prix, donc ils vont perdre du pouvoir d'achat. Et en plus, on leur demande de pas se plaindre. Le président de la République leur dit « vous vous plaignez pas ». Aujourd'hui, on va engager une réforme des retraites. À point. Oui, mais objectivement, qui vise à faire la même chose qu'avant. Mais des économies. À point pour vous, c'est exclu. C'est pas que c'est exclu. Je veux dire à quoi elle sert. C'est en clair à payer moins cher les retraites et le système de retraite, à faire des économies. Alors on va le faire différemment. Auparavant, on a demandé aux travailleurs de travailler plus longtemps. Maintenant, on va demander aux retraités d'avoir une pension plus faible. Mais moi, je vais vous dire ce que je ferais. Parce que cette réforme des retraites n'est pas du tout en phase avec ce qu'il se passe. Ce qu'il se passe, c'est qu'aujourd'hui, nos retraites sont financées par qui ? Par les travailleurs. Par des travailleurs aujourd'hui qui se voient remplacés souvent par des machines et par des robots. Or, ces robots et ces machines, eux, ne cotisent pas pour nos systèmes de retraite. Donc il faut les taxer. Donc oui, il faut les taxer. Je vais prendre un exemple très clair. Beaucoup de ceux qui vont dans des grandes surfaces voient aujourd'hui que leur hôtesse de caisse, ou celui ou celle qui était à la caisse, est remplacé par un portique. Jusqu'ici, celui qui était à la caisse, il payait des cotisations sociales. Et son employeur aussi. Et ces cotisations sociales permettaient de verser des pensions. Demain, ils passeront sous un portique. Plus de cotisations versées par la personne devenue au chômage, ni par l'employeur. Tout simplement. Et ça, le gouvernement n'en parle pas. Je peux vous assurer seulement une chose. Pourquoi, d'après vous ? Mais pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas aujourd'hui regarder la réalité, une réalité économique en face, qui est celle d'une transformation de notre économie, d'une richesse de plus en plus créée par les machines. Moi, j'ai rien contre. La technologie, ça n'est pas mal. Mais quand elle est mise au service du progrès, et si là, la technologie sert seulement à ce que la grande surface ramasse davantage d'argent, mais ne cotise plus pour les retraites, on voit bien qu'elle tourne le dos au progrès indispensable. C'est le maintien de l'âge de la retraite à 62 ans. C'était d'ailleurs dans votre programme. C'est un bon point, ça. Oui, mais quand c'est une retraite par point, d'abord, quelle sera la valeur du point ? On a déjà des systèmes de retraite complémentaires où on voit que le point, il est déterminé en fonction du contexte. D'année en année, grosso modo. Et si demain, ce point-là vaut moins cher, votre retraite baissera. J'ajoute que, puisqu'on veut parler d'égalité, regardez ce qui va se passer pour les professeurs. Aujourd'hui, leur retraite, elle n'est pas calculée sur la totalité de leur carrière. Si elle était calculée sur la totalité de leur carrière, ils verraient cette retraite diminuer drastiquement, considérablement. 1 million de professeurs. Déjà, la carrière n'est pas attractive aujourd'hui, parce que les salaires ne sont pas bons. Si en plus vous leur promettez qu'ils auront une retraite de misère, objectivement, que prépare-t-on pour faire quelques économies et pour ne pas vouloir mettre à contribution ceux qui s'enrichissent ? Parce que
c'est les conséquences des œillères du gouvernement, qui ne voient pas qu'il y a quand même aujourd'hui, en France, un enrichissement considérable des plus riches qu'on ne met jamais à contribution. Alors, Benoît Hamon, aux retraités, on dit de ne pas se plaindre. Par contre, on ne demande rien sur les à retraites. Ceux qui continuent à s'enrichir. Moi, je trouve ça particulièrement choquant et indécent. Je voudrais qu'on regarde ce qui se passe du côté de l'Italie, où là, le gouvernement, composé du mouvement 5 étoiles et de la Ligue du Nord, ex-Ligue du Nord, a voté le retour à 62 ans, avec parallèlement, tiens, je vous le dis au passage, la mise en place d'un revenu de citoyenneté. C'est un peu ce qu'il y avait dans votre programme. Ça vous perturbe, ça ? Non, mais vous savez, ce revenu universel d'existence que j'ai défendu, il est réutilisé un peu partout pour en faire tout et n'importe quoi. Donc ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a Non, évidemment. Par contre, le gouvernement italien qui revient à la retraite à 62 ans. Je me réjouis quand même que ces questions-là, on a parlé de la taxe sur les robots, le revenu universel d'existence, comme la transition écologique, tout ce que j'avais posé lors de l'élection présidentielle et qui aujourd'hui se confirme comme les réalités avec lesquelles nous devrons composer et pour lesquelles il faut trouver des solutions. Moi, je pense, oui, qu'on ne peut pas, sur les retraites, continuer à nier la question de la pénibilité. Non, mais par exemple... Mais sur l'Italie, par exemple. L'Italie, c'est un bon exemple ou pas ? Parce que c'est quand même étonnant. Moi, je n'ai pas étudié la réforme italienne. Je vais vous parler de la France. Oui, mais en France, par exemple, le gouvernement d'Emmanuel Macron a exclu l'exposition au risque chimique comme un facteur de pénibilité. Il y a des gens qui ont un travail toute leur vie, qui sont exposés à des risques chimiques et vont tomber malades beaucoup plus tôt. Eh bien, aux yeux de M. Macron et de M. Philippe, ça n'est pas un métier pénible. Eh bien, voilà ce qu'il faudrait faire. C'est regarder comment les gens travaillent aujourd'hui, la retraite qu'ils auront, leur espérance de vie, réfléchir aussi à la fin de vie. Voilà ce qu'il faudrait faire. Mais ça suppose de faire autre chose que de chercher seulement à faire des économies sur le dos des retraités. Et je demande aussi une chose, c'est qu'on les respecte. Parce que moi, j'ai le sentiment aujourd'hui qu'on ne les respecte pas en ne leur disant pas que ce qui va se passer, c'est que les pensions vont baisser. Benoît Hamon, il y a 15 jours, vous avez signé le manifeste pour l'accueil des migrants en France, que Jean-Luc Mélenchon a refusé de signer. Lui, il insiste sur la nécessité d'agir pour éviter ces migrations. Ça veut dire quoi ? Que pour vous, c'est secondaire ? Mais pas du tout. Tout le monde est favorable à la coopération. Moi, je suis favorable à ce que les pays les plus pauvres se développent. Et se développent dans des conditions où les femmes et les hommes qui y habitent soient heureux. Donc Jean-Luc Mélenchon a tort de ne pas signer. Mais il a tort. Mais moi, je ne suis pas là pour compter ceux qui ne sont pas là. Mais oui, mais je vous le dis. Bon. Moi, je regarde. Ça reste un sujet de discorde entre vous quand même. Oui, c'est un sujet de discorde. Parce que je considère qu'il y a là une digue fondamentale. Dans le débat que nous avons à gauche, puisqu'on parle de rassemblement de la gauche, oui, cela nous sépare. La question de l'accueil des migrants, pas parce que j'entends dire, oui, la France ne peut pas ouvrir grandes ses portes, mais la France, aujourd'hui, a des portes complètement fermées. Nous n'accueillons personne. C'est un sujet de discorde, pourquoi ? Mais parce que ça n'est pas vrai de laisser penser que quelques migrants en plus vont fragiliser les droits des salariés. Et ce n'est pas ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Ça n'est pas vrai. Lui dit, il faut aussi agir. Et ce discours-là existe aujourd'hui. C'est son discours, vous croyez que c'est son discours ? Non, mais je pense simplement une chose, c'est que quand des milliers de personnes meurent en Méditerranée, quand nous sommes avec une montée de l'extrême droite, de courants xénophobes partout autour de nous. Oui, mais est-ce qu'il faut agir ou racine ? On se rassemble, la gauche, sur les valeurs fondamentales. On se retrouve et on se sert. On se sert et on se dit... diviser. Mais moi, je pense qu'il ait manqué ce combat-là, qu'il manque ce combat-là pour une histoire de virgule. Il en a signé un paquet de textes, Jean-Luc Mélenchon. Il ne regardait pas à la virgule. Alors maintenant que sur la question des migrants, il chipote sur 2-3 mots, moi, je suis favorable à ce qu'il existe toujours des frontières. Je ne suis pas un no-border, mais je considère là que c'est notre devoir de grande nation d'assistance à personnes en danger. Entendu, Benoît Mais Hamon. de grande nation. C'est comme patriote que je vous dis qu'aujourd'hui, oui, nous avons un devoir d'hospitalité à l'égard de ceux qui meurent. Benoît Hamon, il est l'heure d'accueillir Cécile Cornudet, éditorialiste politique aux Échos, qui est avec nous ce midi. Bonjour Cécile. Bonjour Francis. Bonjour Benoît Hamon. Vous allez bien ? Alors la polémique sur la lenteur, le temps que prend Emmanuel Macron pour constituer son gouvernement, est-ce que c'est pas un peu normal en fait de prendre du temps quand on sait que dans une entreprise on met 6 mois avant de trouver un bon cadre ? Est-ce que c'est une bonne polémique ? C'est déjà marrant de comparer un gouvernement à l'état-major d'une entreprise. Non, mais choisir des personnes, ça prend du temps. Si effectivement, c'est peut-être un petit peu la manière dont il gère la France, comme une entreprise. Moi, je considère aujourd'hui que, oui, manifestement, il y a un problème au sommet de l'État. C'est-à-dire qu'il y a un problème dans le fait qu'on n'est pas capable de trouver un ministre de l'Intérieur à un moment où on ne peut pas dire que les questions de sécurité soient les questions les moins sensibles. Il y a clairement un problème. Après, moi, je ne suis pas à la place du président de la République. À propos du ministre de l'Intérieur, justement, si son pouvoir de séduction s'est un peu éteint, qu'il regarde les responsabilités Cécile, à propos qui sont du les ministère siennes. de l'Intérieur. Il y a un nom, effectivement, pour le ministère de l'Intérieur qui revient beaucoup, c'est celui de Christophe Castaner, parce qu'il est très proche, vous souriez, très proche du président de la République. Est-ce qu'à ce poste-là, c'est une vertu prioritaire d'être proche ?
Pourquoi vous souriez d'abord ? Je souris parce que... est-ce que ça changera quoi que ce soit à des politiques qui sont des politiques aujourd'hui qui, sur le plan de la sécurité, ne changent pas grand-chose au quotidien des Français, décident de nous mettre en infraction avec une série de conventions en matière de droits de l'homme, et notamment dans l'accueil des personnes demandeurs d'asile. Est-ce que ça va changer quoi que ce soit ? Je ne le crois pas. Un ministre de l'Intérieur ne change rien ? Non, mais je ne crois pas que Christophe Castaner changera quoi que ce soit, ou un autre. Est-ce que c'est un bon choix, vous demandez Cécile ? Christophe Castaner, est-ce que c'est un bon choix ou un mauvais choix ? Écoutez, vous avez un gouvernement qui pratique des politiques sécuritaires avec un choix politique qui est le suivant. Il est trop dur en matière de sécurité. Je cite Emmanuel Macron. Oui, aujourd'hui, il faut fermer les frontières parce que sinon, on fera voter pour l'extrême droite. En gros, ça facilitera les voix pour Marine Le Pen. Donc, donner raison au discours de l'extrême droite, c'est aujourd'hui éviter qu'on vote Le Pen. Je crois que c'est exactement le contraire qui va se passer. Qu'aujourd'hui, les libéraux et les conservateurs qu'incarne Emmanuel Macron sont en train de préparer, partout en Europe, on le voit en Italie, on le voit en Autriche, sont en train de préparer l'arrivée au pouvoir des extrêmes droites. Et avec le cortège de violence qui va l'accompagner et d'arbitraire. On va en parler. Mais l'aile gauche vient de quitter le parti. Ma réponse sur le Oui, on n'a pas eu une réponse sur Castaner, précisément. Mais parce que honnêtement, c'est totalement indifférent. Que ce soit l'un ou l'autre, c'est pareil. Et les opinions veulent de la sécurité. Ah oui, mais je pense qu'elles n'en auront pas avec Christophe Castaner, pas davantage qu'avec Gérard Collomb. Prenons un exemple encore. Vous croyez qu'aujourd'hui, les conditions de travail des policiers sont très difficiles. Honnêtement. Gérard Collomb dit que c'est dur dans les quartiers. De conditions de travail, de burn-out, c'était important. Moi, j'étais favorable à ce qu'il y ait une prime pour les policiers qui sont dans les territoires les plus difficiles. Mais j'étais favorable aussi pour établir un lien normal entre la police et la population, qu'on mette en place les récépissés de contrôle d'identité, qu'on normalise ces relations et une vraie police de proximité. Est-ce normal que dans certains territoires où il y a de la violence, on ne voit jamais les policiers dans un contexte pacifié, mais seulement quand il y a des interventions, seulement quand il y a des flagrants délits. Je voudrais qu'on vienne à l'actualité politique de ces dernières heures. L'aile gauche du Parti Socialiste qui a quitté le PS, comme vous il y a un an, et ça a laissé des traces. C'est vraiment un endroit où moi je monte pour m'isoler, pour dire voilà. La défaite a été digérée. Le principe, c'est que la victoire, elle est collective et la défaite, elle est solitaire. Donc quand vous perdez, vous êtes tout seul. Et quand vous avez votre propre famille politique qui ne vous soutient pas, c'est plus compliqué. Benoît Hamon, c'est pas les socialistes. C'est nous, les socialistes. Mais c'est surtout lui qui est parti. Il n'a pas fait un bon score. Et ensuite, il est parti, il nous a laissés. Donc ça, je trouve que c'est pas correct. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Vous l'aviez anticipé ? On est dans une phase de reconstruction de la gauche. Donc il faut que, quelque part, la reconstruction, elle se fait sur un humus qui suppose que ça se décompose un peu. Le Parti socialiste traverse une période plus que tourmentée. Les dernières défections de ces derniers jours font énormément de mal au Parti socialiste. À commencer par le départ d'Emmanuel Morel, qui annonçait vendredi quitter le Parti socialiste pour se rapprocher de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise. Même chose pour Marie-Noëlle Lienemann. Il y a encore des éléments de décomposition, mais moi je préfère me concentrer sur toutes ces solutions qui émergent. Et Génération, c'est déjà une des fleurs, parmi d'autres, de la gauche qui parlera écologie, qui parlera justice sociale. Je pense que c'est bien parce que je suis père de famille que la question climatique est pour moi centrale. Je m'interroge sur le monde que je vais laisser à mes enfants. C'est un cadeau pour la présidentielle. Je suis passé du côté d'Agen, ils m'ont offert ce vieux ballon en cuir qui est très beau. C'est mon sport préféré. Qui c'est qui va sortir le ballon là, de la mêlée à gauche ? Mais le sujet, c'est pas qui. Il faut que ça joue à 15, c'est tout. Cécile. Emmanuel Morel et Marie-Noëlle Lienemann qui quittent le PS, qui se rapprochent de Jean-Luc Mélenchon. Comment ça se fait que ce ne soit pas vers vous qu'ils aient été ? Est-ce que vous avez essayé de tenter quelque chose ? Mais je pense que la gauche, elle est diverse. On parle beaucoup de rassembler la gauche. Elle ne se rassemblera pas derrière un nouveau César ou un nouveau tribun. Je le dis pour Jean-Luc Mélenchon, au cas où il imagine que sa fonction, en tout cas son désir césariste, puisse éteindre la diversité. En même temps, c'est lui le pôle d'attraction à gauche Moi, aujourd'hui. je pense que les partis, en tout cas tels qu'ils existaient en 2017, sont morts. Oui, mais attendez. Non, mais c'est ça dont on parle. Cécile a une question précise. Pourquoi Emmanuel Morel et Marie-Noëlle Lienemann ne viennent pas chez vous au lieu d'aller chez Jean-Luc Mélenchon ? Les retrouvailles de la gauche du Parti socialiste des années 90 autour de Jean-Luc Mélenchon. Tout ça, c'est mort. Mais non, mais c'est ce qui se passe. Mais c'est Cécile, quand moi, je vous dis, la gauche. Qui est asphyxié aujourd'hui ? Vous me parlez d'appareil politique. Tout le monde s'en fout. S'en moque. Sauf qu'ils rejoignent la France insoumise. Moi, j'ai créé un mouvement politique citoyen. Et pardon, il est très différent de ce qu'on a pu connaître dans le passé. Et j'insiste sur une chose. Qui croyez-vous
qui soit étouffé aujourd'hui? Les citoyens, justement, qui sentent aujourd'hui un décalage incroyable entre une gauche qui parfois parle, mais continue à dire consommer plus, produire plus et ensuite redistribuer. Une gauche d'hier qui pense ou essaye de ressembler au Front populaire de 36, à la stratégie de Mitterrand en 80. C'est pour qui ça? Mais pour tous ceux qui se tournent vers le passé, comme pour imaginer que la gloire d'hier viendra leur donner de la légitimité aujourd'hui. Mais on s'en moque de qui? C'est Emmanuel Morel. Le fond du fond, c'est est-ce que ce sont les citoyens et les combats qu'ils portent sur la transition écologique, sur l'accueil des migrants, sur aujourd'hui la nécessité d'un nouveau rapport au travail, sur la façon dont on redistribue la richesse? Est-ce que ce sont ces aspirations-là qui sont portées par les mouvements politiques? Est-ce qu'on se met au service de ces aspirations citoyennes? Non, mais vous ne répondez pas à la question. Vous laissez partir Emmanuel Morel et Marie-Noëlle Lienemann. Mais on a compris. Comprendre que c'est peut-être une question qui vous intéresse, vous, mais moi, elle ne m'intéresse pas. Oui, mais c'est ce que disent tous les invités. C'est des signaux, c'est un éparpillement de la gauche et c'est pas vers vous que ça se produit. Alors attendez, écoutez ce que dit Olivier Faure. Regardez ce que dit Olivier Faure, le patron du PS, hier. Il dit « Nous ne serons jamais populistes, socialistes, oui, écologistes, oui, démocrates, oui, populistes, jamais ». Est-ce qu'il a raison? Est-ce que Mélenchon, aujourd'hui, c'est un populiste? Écoutez, il y a deux gauches qui, aujourd'hui, émergent. Non, mais émergent. Il y a toujours eu. Il y a eu une première, une deuxième gauche. Je ne vais pas vous rappeler les grandes heures de l'histoire de la gauche. Il y a, très simplement, celle qui parie sur, vous pourriez dire mélenchoniste, amoniste, tout ça n'a aucune importance. C'est, oui, il y a une gauche dégagiste qui dit faut casser le système tel qu'il existe, mais avec le risque de jouer sur des passions négatives et le risque, sur la question européenne, de dire une des solutions à la crise européenne. Donc vous n'avez rien à voir avec cette gauche. Non, mais qu'on soit clair. Mais on a des points d'accord sur... Mais ça, c'est la gauche de Jean-Luc Mélenchon que vous décrivez. Mais je vais au bout. Si vous me laissez pas faire un raisonnement de 2 secondes, c'est intéressant, mais c'est quand même... Donc je vous dis, cette gauche, elle existe. Elle veut, aujourd'hui, elle imagine qu'elle pourrait même sortir de l'Europe. Mais moi, je vous le dis, il n'y a pas de solution nationale à la crise européenne. Parce que toutes les réponses nationales seront nationalistes. Mais il y a une autre gauche qui est en train de se reconstruire et qui, aujourd'hui, part des solutions telles qu'elles sont formulées par les citoyens et qui formule des passions positives. Moi, je veux me retrouver autour de cela. Et la question écologique, celle de l'accueil des migrants, je l'ai dit, le rapport au travail, sont autant de sujets autour desquels on peut construire des passions positives. C'est très intéressant parce que le test avec les élections européennes, justement, vous serez candidat. Est-ce que vous pouvez nous dire à 100% qu'il y aura une liste Génération aux élections européennes et que vous la conduirez? Alors, il y aura. Génération sera engagée dans une liste que je souhaite citoyenne élargie. Donc vous prendrez la tête. Engagé dans cette bataille-là, complètement. Mais je vous le redis, si commencer le débat sur les européennes, c'est commencer à dire comment on va sauver tous les appareils existants, ceux qui ont gouverné et même les nouveaux, et si on ne pose pas le principe selon lequel, moi, qui je veux au Parlement européen? Je veux des gens qui ont travaillé sur les questions de lutte contre les l'évasion fiscale. Vous prendrez la tête de cette liste. Je veux des gens qui soient capables de résister à ces grands lobbies qui nous imposent des pesticides ou un modèle agricole qui empoisonne nos enfants. Je veux des gens qui résistent à la révolution numérique quand elle est contre les intérêts des salariés. Est-ce que vous prendrez la tête de cette liste? Je serai engagé dans cette bataille-là. Vous ne prendrez pas la tête pour l'instant? Je serai engagé dans cette bataille-là. Ça veut dire que vous ne prenez pas la tête? Du côté de la société civile, il y a l'essayiste Raphaël Glucksmann qui manifestement essaye de monter quelque chose, de lancer un appel pour les élections européennes. Il y a des discussions avec vous, manifestement? Il y a des gens très bien. Raphaël Glucksmann, Thomas Porcher. Je pourrais parler de Salah Amokrane, du mouvement des motivés à Toulouse. Donc c'est plus dans cette nébuleuse-là que vous vous retrouvez? Oui, ça m'intéresse. Oui, ça m'intéresse de travailler avec eux. Mais clairement, aujourd'hui, il faut construire cette dynamique citoyenne, se mettre au service d'une dynamique citoyenne. Ça veut dire une tête de liste citoyenne ou une tête de liste? Nous verrons. Moi, je pense que vous préférez une tête de liste citoyenne? Non, je pense que dans un combat comme l'Europe, il faut le prendre au sérieux. Et qu'il ne faut pas dire la politique, on la met de côté dans une bataille comme celle-là. Donc il faut que des mouvements politiques s'engagent. Mais oui, je m'intéresse à ce qui se passe là, d'autant plus que Raphaël Glucksmann a travaillé avec moi pendant l'élection présidentielle, que beaucoup de ceux-là ont été des intellectuels qui ont travaillé avec moi. Vous mettriez derrière lui, par exemple? Mais c'est pas comme ça que ça se pose, d'ailleurs. Si, ça se pose non, je crois pas. Non, mais ça, c'est toujours vos petites histoires. Il faut bien faire des listes, vous êtes rigolo. Oui, mais d'accord, mais d'abord, construisons une dynamique citoyenne. Alors, juste une question que voudrait vous poser quand même Luc Carvounas, qui est député PS du Val-de-Marne, que vous connaissez bien à propos du Rassemblement de la gauche. Il vous pose une question. Bonjour Benoît Hamon. Il y a 18 mois, nous étions ensemble pour la campagne présidentielle. Nous étions nombreux, derrière toi, avec Yannick Jadot notamment. 18 mois plus tard, tu as créé ton parti, Génération. Yannick Jadot s'est déclaré candidat tête de liste pour Europe Écologie Les Verts. Et puis moi, j'ai créé la gauche arc-en-ciel, qui veut dialoguer avec tous les partis de gauche, mais pas seulement, la société civile en général. Et la question que j'ai envie de te poser, c'est nous avons ensemble un défi à relever pour les élections européennes,
Ne pourrions-nous pas nous mettre ensemble autour d'une table et puis construire un programme européen sur l'urgence démocratique, écologique et sur l'économie que nous voulons voir se développer en Europe? Voilà, je vous laisse répondre. Merci à Luc pour cette question-là, mais un rassemblement, pourquoi faire? Si c'est pour sauver les appareils, ça ne sert à rien. Ou pour les appareils se sauvent eux-mêmes, ça ne sert à rien. Ou pour sauver des noms. Simplement. On a eu hier une manifestation sur le climat où des dizaines de milliers de personnes sont venues dans la rue. À quoi sert cette élection européenne? Est-ce qu'on va enfin engager un sillon, une stratégie, une politique qui nous permettra de convertir notre économie? Est-ce que Luc Carvounas fait partie de ces gens-là? Parce que c'est la question qu'il vous pose, répondez-lui. Le préalable, c'est là où si vous ne répondez pas, vous appartenez à un monde dans lequel moi je n'ai plus envie d'appartenir. Celui dans lequel il serait le bienvenu tout se résumerait à une question d'appareil et de personnes. Je le redis, le rassemblement de la gauche, il se fera sur des idées assez simples. Cécile, justement, là-dessus. Cécile, là-dessus. Est-ce que la construction européenne, les coopérations en Europe, nous les jugeons bonnes pour engager la transition écologique et transformer notre modèle. Vous posez une question là-dessus. La dernière question qu'elle veut vous poser. Est-ce que pour faire passer des idées, il faut avoir ce mépris pour les appareils? Parce qu'au final, si on a une liste PS, une liste Génération, une liste Yannick Jadot, qui était pourtant votre allié dans la présidentielle, une France insoumise, une gauche complètement éclatée, vous ouvrez un boulevard à Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Mais écoutez, si c'est pour un rassemblement, pour qu'à la fin, ceux qui étaient déjà élus sous la précédente législature soient à nouveau élus parce qu'on s'est arrangé entre appareils, mais qu'il n'y a aucun des combats de ceux qui sont sur le terrain, qui sont de gauche, qui sont écologistes et qui disent mais représenter nos batailles contre les lobbies du chimique, contre Monsanto, représenter nos combats pour l'évasion fiscale, représenter nos combats pour les coopérations. Si on ne voit rien de tout cela et qu'on voit une liste de gens qu'on avait connus sous les précédents quinquennats, qu'on avait connus dans le monde d'avant, eh bien on est passé complètement à côté. Benoît Hamon, on arrive à la fin de l'émission, il faut vraiment qu'on avance. Dans un mois va avoir lieu une législative partielle à Évry pour remplacer Emmanuel Valls. On n'a pas dit un mot de la transition écologique. Mais parce que vous parlez de ça va venir, mais comment fait-il que vous me parlez de législative partielle, de regroupement d'appareils quand il y a eu une marche sur le climat? Si vous nous laissez le temps, c'est prévu après. Alors parlons d'Évry. Est-ce que vous allez soutenir le maire socialiste ou la candidate de la France Insoumise? Mais au second tour. Je vais soutenir le candidat de Génération. Voilà. Et après, au second tour, s'il n'est pas au second tour. Ça n'a aucune importance. Mais si, ça a une importance. Franchement, non. Pour vous, oui, mais pas pour moi. C'est-à-dire tous ceux qui vous regardent. Vous refusez de vous engager pour l'un ou pour l'autre. Je me suis déjà engagé sur ces questions. Je suis un homme qui prend des risques. C'est-à-dire, vous dites quoi? Qui assume ses positions. Je vous dis qu'aujourd'hui, vous passez complètement à côté de l'essentiel. Non, mais si vous répondez pas, c'est sûr qu'on va perdre du temps. S'il y a un second tour, PS, France Insoumise, vous appelez à voter pour moi que j'ai appelé à voter pour le candidat le mieux qualifié de la gauche. C'est-à-dire en l'occurrence, j'espère que ce sera celui que je défendrai au premier tour. Oui, et si ça n'est pas? Et si ça n'est pas, j'appellerai pour le candidat de la gauche. C'est-à-dire si c'est la France Insoumise, ce sera la France Insoumise. Si c'est Génération, ce sera Génération. Formidable. Merci Cécile. Merci Cécile. Chaud devant. Il y avait une marche, donc enfin on peut y venir, mais vous ne nous laissez pas le temps de parler de la marche d'hier. Il y avait des marches hier, partout. Toute la gauche était au rendez-vous. C'était un peu... c'est l'écologie qui va rassembler la gauche, quoi. Aujourd'hui, l'écologie, elle nous interroge sur le modèle économique qui est le nôtre. Un système capitaliste qui est en train, à force de penser une croissance infinie dans un monde fini, de mettre en danger l'existence même de l'humanité sur la planète. La planète, elle survivra au réchauffement climatique. Et ceux qui vivent dessus, non. Mais moi, je pense que quand on a une telle urgence, qu'on voit d'ailleurs dans les jours que nous vivons, qui sont les jours historiquement les plus chauds à la mi-octobre, ce que moi j'attendrais du président de la République, de la France, c'est qu'elle se tourne vers l'avenir et qu'elle dise, pour refaire communauté de destin, dans un pays qui est divisé, fixons-nous un objectif à échéance de 2050. La France, zéro carbone, une économie qui ne produit plus de carbone. C'est ça que devrait dire la France. Parce qu'on changerait notre modèle agricole, nos mobilités, nos transports, nos conditions de logement, notre manière de consommer, l'économie circulaire, et des étudiants aux lycéens, en passant par les ingénieurs, les chercheurs, les entrepreneurs, on serait mobilisés. C'est ça qu'il faut faire. Merci Benoît Hamon d'être venu sur Dimanche en Politique. Mais vous l'avez dit, mais pas au moment où vous le souhaitez. Et je voudrais vous dire juste un mot du festival Politicos dont France Télévisions est partenaire, qui aura lieu à Rennes. C'est le premier festival du film politique du 1er au 4 novembre, dont le thème sera l'exercice du pouvoir. 40 documentaires, des masterclass et tout sur le site politicos.film. Merci Benoît Hamon. Catherine Matoche arrive pour l'actualité de la mi-journée. Bonjour Catherine. Bonjour.
bonjour. On commence par la canonisation, le même jour, du pape italien Paul VI et de Monseigneur Romero, l'évêque des pauvres. Assassiné, le symbole est fort, le pape François canonise le premier pape à avoir posé le pied en Amérique latine. Laurence Nain. Sur la façade de la basilique Saint-Pierre, le portrait du pape Paul VI. Pour sa canonisation, le pape François a choisi de porter une chasuble qui lui appartenait. Canonisation que le 262e souverain pontife doit au miracle présumé d'une petite fille italienne, née très prématurément. Nous déclarons et définissons saint le bienheureux Paul VI. Paul VI, son pontificat s'étend de 1963 à 1978. Il est le pape qui achève le Concile Vatican II qui fait entrer l'Église dans le monde moderne. Il vend sa tiare pour donner de l'argent à des œuvres de charité. Il est le premier pape à se rendre en Amérique. En pleine guerre du Vietnam en 1965, il prononce un discours à l'ONU en faveur de la paix. Gardez le destin des peuples et de toute l'humanité. Il est le pape de l'ouverture au dialogue interreligieux. Mais son opposition à la contraception et à l'avortement lui valent aussi une grande impopularité. Mais place Saint-Pierre ce matin, les 60 000 fidèles préfèrent saluer son pontificat. Paul VI est un grand pape. Il a terminé le Concile Vatican II. Il a vécu comme un martyr. J'ai entendu beaucoup de belles choses sur lui. Il compte beaucoup pour moi. Et je suis très heureuse qu'il soit canonisé. Parmi les autres canonisations ce matin, celle d'Oscar Romero. Surnommé la voix des sans-voix, l'archevêque salvadorien a été assassiné en 1980 et reconnu comme martyr par l'Église catholique. Le pape François partage avec lui son amour et la défense des plus démunis. Alors en direct de Rome, Alban Mikosi. Bonjour Alban. Que signifie pour le pape François la canonisation de ce pape italien ? Un pape italien, certes, mais un pape dont il était proche, au moins intellectuellement, et pour cause, lorsqu'en 1969, le futur pape François a prononcé ses vœux pour rentrer dans les ordres en tant que prêtre en Argentine, eh bien c'était Paul VI qui était le pape au Vatican, le chef de l'Église. Alors effectivement, c'est un pape social, on l'a dit dans ce résumé, dans lequel aujourd'hui François se reconnaît assez bien. Il se reconnaît aussi bien dans la figure de Monseigneur Romero, qui a aussi été canonisé aujourd'hui, et il a pu prononcer aujourd'hui un discours assez social, assez axé sur les pauvres, en disant que l'argent était à la source de tous les problèmes, et il s'est appuyé pour ça sur un extrait de l'Évangile qui dit qu'il est très difficile pour un riche de rentrer dans le royaume des cieux. C'était donc aujourd'hui une journée consacrée à l'économie, au social, rien sur les mœurs, rien notamment sur l'avortement comme en début de semaine. Ça n'était pas l'objet, nous a dit le Vatican. Merci beaucoup Alban, et pour en savoir plus, notre application France Info. Avant d'être touché par Leslie, une grande partie du Portugal était placée hier en alerte rouge. Cette nuit, l'ouragan a été requalifié en tempête tropicale, puis en dépression. Des centaines de milliers de foyers ont été privés d'électricité. Le point avec Hugo Puffnet. L'arbre, déraciné par le vent, n'a laissé aucune chance à ce véhicule. Leslie s'est abattu vers minuit sur toute la côte portugaise, un ouragan de l'Atlantique, devenu tempête post-tropicale, avec des vents à plus de 170 km/h. Ils se sont engouffrés partout, comme ici, dans ce bar. Le vent est rentré par là, il a projeté la porte à l'intérieur et les vitres ont volé en éclats. Dès que j'ai vu ça, j'ai essayé de sauver ce que je pouvais, en rangeant tout dans les toilettes, dans la cuisine, pour éviter que la situation ne soit plus grave encore. Autre conséquence de la tempête, les avions ont été cloués au sol et plus de 300 000 foyers dans tout le pays ont subi des coupures de courant. Comme ce gymnase, éclairé à la seule lumière des téléphones, alors que des morceaux de toiture tombent sur le parquet. Leslie est maintenant devenue une dépression. Elle survole le nord de l'Espagne. Le vent s'est calmé, mais les météorologues s'attendent à des pluies diluviennes. Et cette conséquence, voici un nouvel épisode méditerranéen. 4 départements du sud de la France ont été placés en vigilance orange. Nous allons en reparler plus précisément à la fin de ce journal avec Fabienne Amiac.
Voilà une élection qui risque de coûter cher à la chancelière Angela Merkel. L'Allemagne suit de très près aujourd'hui l'élection régionale en Bavière. Tous les sondages promettent la chute des principaux partis, une percée des Verts comme de l'extrême droite. Nora Bobetra. C'est jour de vote dans la petite commune de Schliersee. Et en Bavière, c'est bien connu, on ne fait pas les choses à moitié. Le folklore pour accompagner les électeurs aux urnes. Dans cette région conservatrice, près de 10 millions de personnes votent pour élire leur parlement. Mon espoir et mon vœu, c'est que la CSU continue de gouverner, peut-être même encore avec une majorité absolue, et que la Bavière reste une région forte. Un espoir qui risque d'être déçu puisque la CSU, l'Union chrétienne-démocrate, au pouvoir en Bavière depuis 64 ans, pourrait encaisser une défaite historique. Avec environ 35% d'intention de vote, elle pourrait perdre sa majorité absolue au Parlement régional. Alliée de la CDU, d'Angela Merkel, la CSU a pourtant fait une campagne très à droite en invitant notamment le chancelier autrichien qui a fait alliance avec l'extrême droite. Mais ce ne sera pas suffisant, les électeurs préférant l'original à la copie. L'AfD est en effet créditée de 12% des voix. La formation anti-immigration pourrait entrer au Parlement. Les électeurs nous disent qu'ils sont déçus par la faiblesse de la politique d'immigration de la CSU, car ce parti fait exactement le contraire de ce qu'il dit. Les Verts aussi peuvent avoir le sourire. Ils sont crédités de 18% des suffrages et pourraient se retrouver en position de force pour former une alliance contre nature avec la CSU. Les électeurs me disent qu'ils en ont marre de cette haine constante et de cette agitation. Ils veulent une politique qui leur donne du courage au lieu de leur faire peur. Ce matin, le Premier ministre bavarois se voulait optimiste. La défaite de son parti pourrait pourtant peser sur le cours de la politique du gouvernement d'Angela Merkel. Dans l'actualité politique française, on attend toujours l'annonce du remaniement. Cela dure depuis maintenant 2 semaines. Écoutez la charge de Jean-Luc Mélenchon ce matin à l'encontre d'Emmanuel Macron. Quoi qu'il fasse maintenant, quelle que soit la liste qu'il va établir, il va encore trouver 2 ou 3 renégats du Parti socialiste pour venir dans son gouvernement, 1 ou 2 de droite qui veut terminer sa carrière. Mais quoi qu'il fasse, ça ne pourra pas être mieux qu'un replâtrage. Et par conséquent, ce qu'il fait sera une agonie politique. Et nous l'attendons au prochain rendez-vous, c'est-à-dire les élections européennes, dont nous comptons faire un référendum, pour lui dire « Et maintenant, il y en a marre, stop !» Cet hommage particulièrement touchant rendu hier soir à Claude Lelouch au Festival Lumière de Lyon, avec la projection de son film Itinéraire d'un enfant gâté, sorti il y a 30 ans et aujourd'hui restauré. Toute la famille de cinéma du réalisateur était présente, notamment Bébel, Jean-Paul Belmondo, Richard Anconida, mais aussi Jean Dujardin. Le triomphe du cycliste français Thibaut Pinot, 21 ans après Laurent Jalabert, il remporte la dernière grande classique de la saison, le Tour de Lombardie, et en solitaire devant le maître italien Nibali. Pour le Franc-Comtois qui a connu des hauts et des bas en 2018, une victoire fantastique sous la lumière dorée du lac de Caume. Et puis carton plein pour les clubs français en Coupe d'Europe des champions de rugby. Toulouse peut dire merci à Maxime Médard qui, à 4 minutes de la fin, a réussi à intercepter le ballon. Un geste incroyable qui a jeté à terre l'arrière anglais Burns effondré. Le Français a permis au Stade toulousain de l'emporter 22-20 face aux Britanniques de Bath. J'ajoute que Clermont-Ferrand et La Rochelle ont aussi remporté leur match. Toulon et Lyon joueront cet après-midi. Cette histoire à présent, un garagiste de Saône-et-Loire n'en croit toujours pas ses yeux. Il a acheté une papa mobile utilisée lors des déplacements de Jean-Paul II en France. Ils étaient nombreux à vouloir acquérir cette Peugeot 504, pas comme les autres. Charles Bert, Anthony Borloo. C'est un petit bijou de collection, un cadeau tombé du ciel entre les mains de ce chef d'entreprise. Non mais par contre là on va avoir du boulot avec la moquette. Ouais. C'est une Peugeot 504, mais pas n'importe laquelle. Une papa mobile qui suivait le Saint-Père lors de ses déplacements en France dans les années 80. Un véhicule de secours au cas où. J'achète des voitures depuis 10 ans, je vends des voitures depuis 10 ans et c'est la première fois que j'ai l'occasion d'acheter une voiture unique et qui en plus a un côté sacré et qui en plus a une histoire et qui a un sens à part le monial. Donc c'était comme une évidence, j'avais pas le choix, il fallait que je l'achète. Car il y a 32 ans, cette voiture était bien là. En 1986, voici Jean-Paul II acclamé dans les rues de Paray-le-Monial.
En fin de cortège, il est comme à chaque fois suivi d'un véhicule de remplacement. C'est bien celui-ci qu'a déniché Laurent Lacroute totalement par hasard sur Internet auprès d'un collectionneur d'Île-de-France. Prix d'achat, 14 900 €. J'étais le premier sur l'annonce et le garage de Nobon a accepté tout de suite mon offre. Et derrière, il a eu des offres, des surenchères qu'il a dû refuser. Un retour aux sources au plus grand étonnement des parodiens. 160 km/h, oulala, j'ai dû décoiffer le pape. Le jour où le pape est venu, j'étais chez moi et je regardais consciencieusement la télévision parce que j'étais sûre de mieux voir que ceux qui étaient dans le brouillard et qui ont eu du mal à accéder. Je ne m'imaginais pas qu'elle était aussi sobre que celle-là. Vieille de 38 ans, la Papamobile va désormais reposer dans un showroom. Une pièce de collection que pourront découvrir les touristes à quelques mètres de l'un des emblématiques sanctuaires de Bourgogne. Et comme promis, on reparle avec vous, Fabienne, de cette vigilance orange déclenchée ce matin pour 4 départements du Sud. Absolument, et cette vigilance risque de durer. Donc nous avons effectivement l'Aude, l'Hérault, le Tarn et les Pyrénées-Orientales où nous attendons un cumul de précipitations à partir de ce soir et surtout demain entre 6h et 10h du matin et toute la journée de demain. Puis encore, on verra la progression de cette perturbation très active qui est liée à Leslie. Nous avons eu des remontées d'air chaud instables poussées par un flux de sud. Tant qu'il y aura ce flux de sud, la situation sera vraiment instable et les températures seront très élevées. On voit que le vent se renforce jusqu'à 90 km/h en rafale. C'est un nouvel épisode méditerranéen avec des cumuls de précipitations. Par l'ouest, on a une perturbation classique et là, ça va peut-être tourner à l'orage, même sur les Hauts-de-France et l'Île-de-France ce soir. Et cet épisode va durer ? Oui, alors on pense que cet épisode va non seulement durer, mais s'étaler un petit peu vers la côte varoise. Donc là, déjà demain matin, on voit qu'il est bien présent sur ces régions en vigilance orange et la perturbation classique va s'associer, regardez, sur tout le sud-ouest du pays, c'est donc de la pluie. Un renforcement du vent jusqu'à 100 km/h en rafale pour lundi, mais également pour mardi, avec cet épisode méditerranéen qui va se décaler sur les régions de la Côte d'Azur et du Var. Merci, on se retrouve ce soir pour le 19-20. Bon dimanche après-midi. Retrouvez l'info minute par minute sur l'application et le site France Info.